Bienvenue à nouveau à chacun dans ce webinaire sur les impacts d'une participation au capital d'une entreprise. Je suis Anne-Claire Rutten, je suis avocate d'affaires, conseil juridique aux dirigeants et aux entreprises. Voilà, je suis avocate donc depuis quelques mois à nouveau, après avoir été directrice juridique et fiscale en entreprise pendant une vingtaine d'années, dans une entreprise, une ETI de l'agroalimentaire de l'ouest de la France. C'était un groupe familial et mon expérience en cabinet d'avocat d'affaires au début de ma carrière, puis mon expérience en entreprise m'ont conduit à m'intéresser et à me passionner pour la gouvernance des entreprises, c'est-à-dire l'organisation de la prise de décision dans tous les niveaux. Moi, j'ai eu la chance de vivre également l'aspect management. C'est à l'occasion de ces expériences que j'ai observé les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises en matière de gouvernance. J'ai évidemment, en tant que juriste, proposé des solutions dans la mesure du possible. J'ai toujours tiré de ces difficultés une attitude proactive et préventive en tant que conseil juridique, conseil au sens de prévenir plutôt que guérir. C'est d'ailleurs mon adage favori. C'est l'objectif de cette présentation ce matin, vous aider à identifier les risques d'une prise de participation pour mettre en place les outils juridiques préventifs. Mais lors de mes expériences, j'ai aussi bien pris conscience que les documents, les statuts, les pactes, les contrats ne suffisent pas à prévenir les difficultés. D'une part, parce qu'il faut bien prendre en compte les relations humaines pour préparer ces documents, et d'autre part, parce que chaque associé a une façon différente de percevoir, de traiter les sujets. Et en rencontrant les dirigeants du cabinet Wix, donc Nathalie Chappet qui est avec moi et François No qui participe à ce webinaire ce matin, j'ai trouvé des alliés de poids pour aider à résoudre ces difficultés. Difficultés de perception, difficultés de traitement de l'information. Et j'ai donc invité ce matin Nathalie Chappet, présidente de Wix, à participer au webinaire pour mettre en exergue les aspects comportementaux et cognitifs des personnes impliquées dans la gouvernance de l'entreprise. Nathalie animera avec moi en illustrant le propos. Nathalie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Anne-Claire de l'occasion de partager avec toi cette approche particulière qui mêle nos deux expertises, le droit et le cognitif. Donc, je suis Nathalie Chappet, je suis présidente du cabinet Wix. C'est un cabinet conseil qui accompagne les dirigeants à structurer leur gouvernance. Ni coach, ni consultant, mais architecte en gouvernance cognitive. Nous avons la conviction avec François No, mon associé ici présent. Tu as modifié le slide, Anne-Claire. Non, Nathalie. Que une structure adaptée aux besoins de l'organisation est facteur de performance. Donc, une gouvernance cognitive, ça exige de la clarté, de la transparence et une très bonne communication. Donc, communication, qui dit communication dit cerveau. Je suis cognitiviste depuis 25 ans et je me suis passionnée pour le fonctionnement du cerveau, dont je me sers aujourd'hui pour étudier dans les deux dimensions à la fois l'individu en tant que je, on va l'appeler je aujourd'hui, et le collectif en tant que nous. Et c'est cette manière d'aborder les problématiques, toujours avec le double regard autour du je, du nous, et la double expertise cognitiviste et management, pilotage d'entreprise par l'expertise de François, que nous abordons l'entreprise. Voilà, je suis ravie, Anne-Claire, de nourrir avec toi aujourd'hui, par l'expérience client, le propos juridique. Et j'ai une toute petite définition à vous donner avant de te repasser la main, puisque cognition, ça veut dire cognos. Cognos en grec, ça veut dire connaissance. C'est donc la gestion des informations, la gestion des modes de communication qui correspond à cet adjectif cognitif. Merci Nathalie. Euh, je vous propose maintenant de commencer à travailler. Je vous invite en fait à participer
pour chacun d'entre vous à notre webinaire, ce sera le seul moment hein, participatif, en évoquant, en répondant à cette question, qu'est-ce qui, pour vous, quelles sont les bonnes raisons d'entrer au capital d'une entreprise? Alors, on va commencer par les bonnes, hein, vous avez peut-être des mauvaises raisons, mais si vous êtes peut-être associé, si vous vouliez devenir associé dans une entreprise, quelles seraient les raisons qui vous motiveraient pour entrer au capital? Alors, je vous propose de mettre vos réponses dans le chat. Et je vous laisse 2-3 minutes pour ce faire. Alors, d'après vous, quelles peuvent être les bonnes raisons d'un associé d'entrer au capital d'une entreprise? N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce sera pour nourrir notre discussion. Alors, pour participer à la stratégie de l'entreprise et à sa croissance, oui, à la création de valeur également, participer toujours. Participer au développement de l'entreprise, effectivement. Associer et fidéliser les collaborateurs aux résultats de l'entreprise, effectivement, c'est quelque chose qu'on aborde désormais assez souvent, de faire profiter aux collaborateurs d'une entreprise de partage de valeur à travers la détention de parts au capital de l'entreprise. Avoir une rente de dividendes, oui, effectivement. Diversifier et valoriser son patrimoine, effectivement, on peut avoir un patrimoine en immobilier, un patrimoine en actions d'entreprise. Euh, euh, vouloir partager des valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise ou les dirigeants, effectivement, ça fait partie des raisons qu'on retrouve pour entrer au capital d'une entreprise. Est-ce que vous avez encore d'autres propositions à nous faire? Lien amical, oui, oui, effectivement. Il arrive qu'un ami propose de rentrer au capital de son entreprise. Je vous laisse encore quelques secondes si certains avaient d'autres idées encore ce matin. Partager peut-être un concept innovant. Ah oui, avoir un concept innovant et créer une entreprise. Ah oui, ça c'est à l'origine effectivement de la création d'entreprise. Hein. Et on y appelle ses amis ou des apporteurs de fonds. Oui, parmi les points qui sont aussi du domaine de la stratégie, vouloir avoir une influence et impacter la vision long terme de l'entreprise, faire perdurer la majorité familiale d'un capital quand on est dans un groupe familial, effectivement. Goûter à l'entrepreneuriat. Bon, bah, effectivement, vous avez tous de- une bonne vision des raisons d'entrer au capital d'une entreprise. Je vous propose d'aborder celles que nous avons catégorisées. Vous allez voir, on retrouve, et c'est bien normal, euh, ce que vous avez évoqué. Alors nous, on vous propose 5 types de raisons d'entrer au capital d'une entreprise. La première, pas de souci. La première, Je vais voilà. passer les slides Merci si tu veux, Nathalie, parce que ça va être plus simple. voilà, Voilà. quand ça part 2 fois. La première, ben, vous l'avez évoqué, participer à l'aventure entrepreneuriale et définir la stratégie de l'entreprise. Ça peut être également participer à des investissements dans l'attente d'un retour sur investissement qui peut prendre plusieurs formes. En troisième catégorie, nous avons retenu capitaliser et compléter un revenu financier qui prendra la forme soit d'une plus-value, c'est-à-dire qu'on aura le retour sur l'investissement uniquement à la fin d'une certaine durée de détention, ou alors sous la forme de dividendes, et j'ai tendance à dire et ou, puisqu'on peut avoir un revenu financier pendant la vie de l'entreprise sous la forme de dividendes et lors de la cession des titres de l'entreprise sous la forme d'une plus-value. Quatrième raison qui n'a pas été évoquée, mais qu'on rencontre également dans les entreprises,
c'est le fait de vouloir apporter des fonds pour sauver une entreprise qui a besoin à ce moment-là de nouveaux capitaux. Et dans ce cas-là, il est fort à penser que la personne qui apporte les fonds voudra au minimum un remboursement de ceci. Et dernière catégorie qui se situe plutôt du côté du dirigeant, enfin de l'actionnaire de l'entreprise, c'est vouloir récompenser un salarié, et l'un d'entre vous l'a abordé, vouloir récompenser un ou des salariés en leur offrant une plus-value au-delà de leur salaire, en leur offrant ce qu'on appelle aujourd'hui un partage de la valeur. Eh bien, vous avez évoqué les attentes en fait d'une personne qui veut entrer au capital d'une entreprise. Nous les avons donc identifiées et c'est mon conseil numéro un. Quand on rentre au capital d'une entreprise, identifier ses attentes. Alors, les identifier pourquoi? Bah, déjà pour soi, mais surtout aussi pour pouvoir les communiquer avec les associés, pour pouvoir s'assurer qu'on va dans la même direction, que les attentes sont compatibles et pour ça, il faut les exprimer. Mais Nathalie, tu as déjà un complément à nous apporter dès qu'on parle de communication. Oui, c'est ça. De savoir qu'on a des attentes ensemble, souvent on les partage. La communication, de vérifier qu'elle va être authentique, sincère et franche, c'est pas toujours facile. Et le fonctionnement du cerveau nous apprend qu'on ne devrait pas se comprendre. Alors pourquoi on ne devrait pas se comprendre? Parce que les mots qu'on utilise chacun n'ont pas exactement le même sens pour soi-même en fonction de nos croyances, en fonction de nos acquis, ça influence nos représentations. Alors on a tendance à se dire, oui, oui, j'ai compris ce que tu veux dire, mais finalement, est-ce qu'on a bien les mots dans la langue de l'autre? C'est moins sûr. On n'a qu'à voir le mot gouvernance, par exemple. Il y a beaucoup de définitions selon les métiers. Si je rencontre des gens du chiffre ou les gens dans les entreprises n'ont pas la même définition du mot gouvernance. Donc le but de la cognition en gouvernance, c'est de consolider notre communication et donc nos prises de décision. Le premier biais à éliminer, Anne-Claire, c'est la confusion des arguments entre le je et le nous, selon qu'on parle de la place de je, moi, ou que je parle pour le collectif. Et ça donne lieu à des paradoxes en compréhension qui souvent génèrent des conflits, et en cas de crise notamment. Donc il est nécessaire de s'être bien préparé au-delà des outils juridiques. Premier conseil, passons tout de suite au second. Il faudra identifier les risques. Alors oui, je suis désolée, ce matin, vous êtes avec une avocate bien accompagnée d'une cognitiviste, mais vous êtes surtout avec quelqu'un qui vous parle de risques. Mais identifier les risques, ce n'est pas se faire peur, c'est les identifier pour les limiter, pour les prévenir. Et c'est bien l'objectif ce matin de la présentation, de vous aider à prévenir les risques. Alors, on a toujours, et heureusement, de l'enthousiasme à entrer au capital d'une entreprise, à participer à une nouvelle aventure entrepreneuriale. Mais la vie des associés, nous le savons de par notre expérience, n'est pas un long fleuve tranquille et il est nécessaire donc d'identifier les risques. Nous en avons retenu trois catégories avec Nathalie et nous parlerons aujourd'hui de la première catégorie, à savoir les conflits d'intérêts. Lors de prochains webinaires, nous vous parlerons des deux autres typologies de risques lorsqu'on détient une participation au capital d'une entreprise, à savoir l'absence de décision qui peut freiner l'exploitation de l'entreprise et l'abus de pouvoir, non pas quand on parle d'abus de pouvoir, on entend souvent la définition pénale, hein, c'est ce qu'on connaît, mais là, c'est plutôt l'abus de pouvoir au sens le dépassement du pouvoir de ceux qui en ont dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les risques de conflit d'intérêts. Alors là encore, des catégories d'intérêts qui peuvent entrer en conflit. Le premier, peut-être le plus évident quand on parle d'entreprise, c'est l'intérêt social. Alors, qu'est-ce que l'intérêt social? Eh bien, c'est l'intérêt de l'entreprise entendu comme la personne morale, quelqu'un de distinct des associés, une nouvelle entité créée pour réaliser une activité. Son intérêt, ben, ça va être un intérêt propre qui va être son exploitation et sa pérennité. Un intérêt qui va pouvoir venir entrer en conflit, c'est les associés.
Nathalie l'a évoqué, il y a un nous collectif des associés qui peut être différent du nous de l'entreprise. Entre les associés eux-mêmes, il peut y avoir des conflits d'intérêts, à savoir entre un associé majoritaire et un associé minoritaire. Il existe également des risques de conflit d'intérêts entre un membre du conseil d'administration, lorsqu'on est dans des sociétés de ce type à conseil d'administration, donc entre ce membre du conseil d'administration et tous les associés. Et enfin, quand on se situe au niveau d'un comité de direction, lorsqu'il existe, il peut y avoir un risque de conflit entre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt social, et l'intérêt d'un directeur au sein du comité de direction. Mais passons tout de suite au premier risque de conflit d'intérêts. Alors, c'est peut-être celui auquel vous pensez tout de suite lorsqu'on parle d'intérêt social et d'intérêt des associés. C'est celui lié à la distribution, à l'affectation du bénéfice et à la distribution des dividendes. Effectivement, une entreprise, son intérêt, ça peut être de garder son résultat, son bénéfice, pour des investissements futurs ou pour son exploitation, pour des raisons de trésorerie notamment. Voilà. Et là, on va avoir une opposition entre des intérêts à court terme et des intérêts à long terme, puisque l'intérêt des associés à ce moment-là, ce sera plutôt de bénéficier d'un dividende, d'un revenu financier de son investissement. On se situe à ce moment-là, et c'est très important de bien le comprendre, à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est la réunion de tous les associés qui a lieu au moins une fois par an. C'est fixé par le Code de commerce dans le droit français et c'est une obligation pour toutes les formes d'entreprise. Donc cette réunion qui doit se tenir une fois par an pour réunir tous les associés, malheureusement, je pense que vous l'avez déjà entendu, elle ne se tient pas toujours. On se dit, oh, ben, on est tous d'accord sur l'approbation du résultat, il n'y a pas de difficulté, sur ce qu'on va vouloir en faire, on n'aura qu'à faire une AG papier. Je pense que ce mot, vous l'avez entendu, AG papier. Eh bien, moi, je vous conseille vraiment de ne pas faire d'assemblée générale papier. D'abord, c'est illégal. Une tenue de réunion doit avoir lieu. Et ensuite, c'est vraiment l'occasion, au moins une fois par an, de s'arrêter entre associés pour évoquer les raisons qui nous ont amenés à s'associer et où on en est dans l'activité de l'entreprise et dans peut-être les liens qu'il peut y avoir entre les associés. Pendant l'année, on peut avoir des rôles dans l'exploitation ou être loin de l'entreprise, n'avoir que des fonds placés. Et c'est le moment crucial pour se parler. Alors, il existe donc un moment dans cette Assemblée générale un risque de conflit d'intérêts entre les associés et l'intérêt social. Et Nathalie, tu peux nous apporter un exemple issu de l'expérience de Wix. Oui, voilà. Donc, nous intervenons dans une société SAS familiale qui a à peu près 40 personnes dans ses effectifs. C'est un secteur de la métallurgie qui fait environ 6 millions de chiffres d'affaires. Elle a été fondée par le grand-père et puis dirigée par le frère aîné. Et c'est au moment de la cession de la présidence de ce frère qu'il y a eu des cessions de parts et que ça a été pour la famille l'occasion de féliciter des salariés, donc deux d'entre eux, pour leur bon et loyaux service depuis plusieurs années dans l'entreprise. Et ils sont donc montés au capital. Ils ont créé une holding et représentent aujourd'hui 15% à deux des parts de la société. Et dans cette holding, ils sont caution solidaire. Et puis bon, bah, la conjoncture de ces métiers-là que vous connaissez, le coût des matières premières qui augmente, le secteur de la construction qui est plutôt récessif, Covid bien sûr, qui les a vraiment malmenés, arrive à l'Assemblée générale le fait qu'il n'y a pas de bénéfice et donc pas de distribution de dividendes possible et que ces deux personnes vont se retrouver en incapacité de rembourser leur emprunt. Et à l'Assemblée générale, puisque donc nous les accompagnons, on a entendu la position de deux salariés qui n'étaient pas sous la casquette entrepreneur, mais bien salariés, dire on s'est fait avoir, oui, demander à ce qu'on leur augmente leur salaire, ce qui n'était pas envisageable. Voilà, donc
cognitivement, on entend bien les confusions de posture chez ces deux personnes, la méconnaissance des enjeux auxquels ils ont à faire face et un défaut d'anticipation en cas de crise qui amène beaucoup de sidération aujourd'hui et qui les empêche de prendre des décisions et d'être focus sur la productivité de l'entreprise. Donc, on les amène à des solutions de travail de conscience hein, pour éclairer ces enjeux et pour qu'ils puissent prendre des décisions en leur âme et conscience. Et on les amène aussi à se réorienter sur la production. Mais Anne-Claire, on sait bien que dans cette situation de crise, peut-être on aurait pu adoucir en tout cas les conflits. On ne les évite pas les conflits, hein, mais au moins les adoucir. Quelles auraient été les questions qui auraient éclairé la compréhension de ces deux personnes en amont des enjeux de la montée au capital? Oui, alors moi, ce que je conseille, et là tu évoques le cas de salariés qui montent au capital, Mhm. et de façon plus générale, tu évoques le cas des LBO, Leverage Buyout, dans lesquels une société est créée qui va emprunter auprès d'un établissement financier et qui compte sur les dividendes de la société dont les parts sont achetées pour rembourser cet emprunt. Et ça, c'est un schéma assez classique Ben oui. d'acquisition. Mhm. Là, ce schéma se double du fait que ce soit des salariés qui ont à changer de posture pour devenir associés. Mais les questions que j'invite chacun à se poser au moment d'entrer au capital d'une entreprise, ce sont les mêmes dans tous les cas. Et c'est effectivement d'avoir bien conscience des besoins financiers qu'on va avoir et donc de s'interroger sur le plan de distribution. Est-ce qu'il y a eu un plan de distribution discuté lors de l'entrée au capital entre les associés arrivants et les associés existants? Est-ce qu'il est fondé sur un business plan réaliste? Est-ce qu'on a fait la part entre le court terme et le long terme? Ce qu'on expliquait tout à l'heure, quels vont être les besoins en termes d'exploitation, en termes d'investissement pour l'entreprise par rapport à ses résultats, et donc quelle sera la part qui pourra être admise euh, en termes de dividendes? Est-ce qu'on a identifié les risques qui pèsent sur les résultats? Quels sont les liens de dépendance de l'activité? Tu l'as évoqué dans un contexte d'activité de construction, de métallurgie. Alors, on sait bien hein, que tout est variable et qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais quelles sont les sensibilités du résultat aux facteurs extérieurs? Il y a encore d'autres questions à se poser lorsqu'on devient associé entre associés. Quels sont les besoins capitalistiques, à savoir quels sont les besoins d'investissement de l'entreprise en fonction de son activité? On sait qu'une entreprise industrielle aura des besoins plus conséquents en termes financiers qu'une entreprise de service. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin, mais ils sont moindres en termes de montant. Et enfin, quand on rentre dans une entreprise, il est bon de connaître son historique pour savoir s'il y a des sources cachées de rentabilité. Et là, j'évoque le cas, peut-être pas du tout, je pense, de votre client, mais le cas de LBO successifs, où en fait, compte tenu du montage, à chaque passage d'associé, il y a déjà eu une volonté d'aller prélever, enfin, de trouver les sources de rentabilité. Et donc, il ne reste peut-être plus grand-chose pour tirer des dividendes suffisants pour rembourser les emprunts. Donc, voilà les questions à se poser avant de devenir associé. Et je vous y invite tous, si vous êtes, enfin pour ceux qui sont porteurs de projets. Et ces questions, puisque là, j'ai une casquette de juriste, d'avocat conseil d'entreprise, ces questions, ou plutôt les réponses qui sont apportées entre associés, il est bon de les écrire dans un pacte. Ça permettra d'avoir un historique de pourquoi on est rentré et qu'est-ce qu'on en attend. Alors, ça peut être simplement euh, relater ce qu'on attend, Mm. mais c'est aussi, et ça c'est en tant que juriste, une notion d'engagement. À quoi s'engagent les uns et les autres? Les engagements, dans le cadre que citait Nathalie, ne peuvent pas dépasser la réalité. On peut s'engager, et peut-être y avait-il dans le pacte entre ses associés, s'il existait, une clause qui prévoyait une distribution de dividendes. Et il n'y a pas de bénéfice, on ne peut pas forcer une entreprise à distribuer des dividendes. Là, ce serait de l'abus, enfin, ce serait de l'abus. Voilà pour ce premier cas de risque de conflit entre l'intérêt social et l'intérêt des associés. Anne-Claire, je me permets une question dans le chat de François No qui demande s'il est possible de préciser
et responsabilité entre actionnaires minoritaires et majoritaires. Ben, nous y arrivons, François, nous y arrivons. Voilà, C'est la deuxième, merci pour la le question. deuxième risque. Merci, Julie. C'est le deuxième risque de conflit d'intérêts, le conflit entre les associés majoritaires et les associés minoritaires. Alors, on a tous en représentation, enfin, on peut avoir en représentation un associé majoritaire qui détiendrait 75-80% des titres et un associé minoritaire qui détiendrait 25-30% des titres. Les situations sont, alors il peut y avoir cette situation assez simple à comprendre, les situations sont souvent un peu plus complexes. Il peut n'y avoir aucun actionnaire, aucun associé qui détienne plus de 50%. La majorité, hein, c'est 50% plus une voix. Alors il existe bien des cas où il y aura un associé qui aura 30%, un autre qui aura 20%, un qui aura 15%. Et on parlera des associés majoritaires dans le sens où plusieurs associés ensemble vont détenir plus de 50% et ils se mettront d'accord pour les votes en assemblée générale pour obtenir la majorité et prendre les décisions. Donc, la grande différence pour répondre à la question précédente, c'est si je suis majoritaire, j'ai le pouvoir de prendre les décisions. Si je suis minoritaire, je vais pouvoir influer, mais pas surtout. Et donc, la difficulté qu'on peut rencontrer à ce moment-là, c'est la distribution des pouvoirs. Vous l'avez compris, le lieu où peut se tenir ce risque de conflit d'intérêts, c'est l'Assemblée générale, la même qu'on a évoquée tout à l'heure, celle que je vous conseille de tenir chaque année à minima et au cours de laquelle les associés, quelle que soit leur détention, vont pouvoir discuter. Nathalie, je te laisse nous donner aussi, là aussi un exemple Oui. de conflit que vous avez eu à connaître. Et pour commencer, on ne se prendra pas les pieds dans un biais de généralisation, hein, en considérant que ces exemples font foi dans tous les cas, ça n'est qu'un exemple, hein. Donc Wix accompagne aussi une société, alors cette fois qui est montée dans un statut SARL, avec une vingtaine de personnes salariées. Elle fait partie du secteur du web digital et dégage environ 5 millions de chiffres d'affaires. Elle a été fondée il y a une quinzaine d'années par un actionnaire qui est aujourd'hui majoritaire et qui détient 65% des parts. Et au moment de la fondation de l'entreprise, il se lance assez jeune, hein, dans cette expertise qu'il a du secteur, mais très vite, il va ne pas être capable de faire tout et donc il va avoir besoin de nouvelles expertises. Faute de pouvoir payer un salarié au tout début de ce montage, il va proposer à une personne de rentrer au capital et il va lui donner une participation pour 1 euro symbolique dans le but d'attendre un ROI, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Cette personne minoritaire a continué de prendre des parts au capital petit à petit. Aujourd'hui, elle possède 35% des parts. Et au moment où il a fallu se poser la question de monter de nouvelles compétences dans l'entreprise, toujours avec le même fonctionnement, il souhaitait de nouveau intégrer des gens au capital, le minoritaire a refusé de céder ses parts. Il a expliqué au fondateur que il était fondateur également et qu'il n'était pas censé se diluer tout seul. Donc, ils sont arrivés à une impasse, puisque le minoritaire possède la minorité blocage. Et donc, c'est là que Wix est intervenu en cas de gestion de crise. Nous les avons aidés à énoncer les différentes représentations et donc à prendre conscience de la volonté de chacun de se positionner dans ce projet entrepreneurial. Et pour le majoritaire, il n'était pas question de céder les pleins pouvoirs de la décision. Il avait le pouvoir souverain et souhaitait vraiment pouvoir le conserver. Alors, le minoritaire qui, lui, était somme toute quand même mandataire, nommé au cabis, hein, responsable aussi, a décidé, dans ce cadre-là, de dire, OK, bah, je vais quitter. Euh, voilà, ils se quittent pas fâchés, ils se quittent parce qu'ils se rendent compte de l'incompatibilité des représentations. Donc il y avait un problème d'alignement entre les associés et que la décision de séparation était finalement la solution par le haut, pour le coup.
Voilà, donc on les accompagne maintenant dans cette séparation puisqu'il n'y avait pas de pacte d'associés et donc il n'y avait pas de formule de cession préalablement. Donc bah, maintenant ça se discute au niveau de la formule, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Encore une fois, le minoritaire par exemple souhaitant réintégrer euh, ah ben voilà, Les fonds, le mot va m'échapper. les fonds qu'il va avoir, c'est ça? Non? Bah, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, c'est le manque du mot. Mais du coup, tu vas pouvoir toi enchaîner sur ce qu'on peut faire de ton côté. Mais tu as commencé à en donner les prémices. Vous voyez, nos échanges avec Nathalie nous permettent, moi, de mieux comprendre les biais et Nathalie, d'avoir des mots juridiques comme minorité blocage et clause de sortie. Donc, effectivement, lors de l'entrée au capital, on a évoqué le besoin de connaître ses intérêts, d'identifier pourquoi. Donc, pourquoi on est majoritaire, pourquoi on est minoritaire et qu'est-ce qu'on en attend. Eh bien, il faut vraiment avoir conscience quand on est minoritaire qu'on ne pourra pas prendre, enfin, que les décisions qui seront prises sur les décisions ordinaires de la société, donc l'exemple le plus fréquent et le plus intéressant, c'est l'affectation du résultat et sa distribution en termes de dividendes. Si on est minoritaire, on n'aura pas le pouvoir de décider de la distribution de dividendes si l'associé, le ou les associés majoritaires s'y opposent. Donc déjà, ça, faut avoir conscience de la limitation de ses pouvoirs. Mais quand on est associé majoritaire, il faut aussi avoir conscience qu'il existe une minorité de blocage, Nathalie a utilisé le terme tout à l'heure, qui est à 33%. C'est le chiffre donné par le Code de commerce dans les sociétés anonymes et dans les SARS. Donc dès lors qu'on détient 33% des titres, on peut bloquer la décision sur ce qui est extraordinaire, à savoir la modification des statuts et donc, par exemple, un changement d'activité, un changement de dénomination, des décisions qui ne se prennent pas tous les jours. Et l'associé majoritaire, c'est-à-dire qui détient, majoritaire, mais qui détient moins de 66% des titres, ne pourra pas l'emporter s'il n'a pas l'accord de ceux qui détiennent 33% des titres. Donc ça, c'est aussi important quand on est majoritaire d'avoir conscience du blocage de l'autre. Donc déjà une prise de conscience. Ensuite, il me semble nécessaire de discuter des conditions de sortie, puisqu'on s'associe pour quelques années. La question est quand on se séparera, et la séparation n'est pas forcément liée à un conflit ou un départ volontaire. Il faut aussi avoir conscience que la sortie, le départ peut être lié à un décès. Et donc, il faut statuer sur dans quelles conditions s'effectuera la sortie, à savoir la cession des titres. D'abord, est-ce que les associés sont d'accord pour dire que l'un ou certains d'entre eux ou ceux qui sont là accepteront d'acheter les titres de l'autre? Cette clause de sortie, l'existence même d'une possibilité de sortir, ça évite les conflits qui empêchent la société de travailler correctement lorsque les associés en sont à un point où ils n'arrivent plus à prendre de décision. Et ça, nous le reverrons dans le prochain webinaire. Donc, y a-t-il une possibilité de sortie? Y a-t-il l'un des associés qui voudra bien racheter les titres de l'autre? On va partir dans l'hypothèse que oui. Dans ce cas-là, il faut discuter des conditions dans lesquelles ça se fera. Et la première des conditions à évoquer, c'est dans quelle limite de temps. On, on voit quand même fréquemment, et c'est bien normal, que lors de la création de la société, et c'est l'exemple que tu donnais, Nathalie, pour vos clients, euh, lorsqu'on investit dans la création d'une entreprise, on utilise tous les fonds pour cette entreprise, et donc on n'a pas les moyens, en principe, d'acquérir les titres de l'autre dans les premières années. Donc, il est fréquent de dire nous ne pourrons, la clause de sortie ne jouera qu'au bout de 5 ans ou 10 ans à partir de la création de l'entreprise. Point crucial, à quelle valeur la cession des titres se fera-t-elle? Il ne faut pas, et c'est ce que je comprends du cas que tu as donné, il ne faut pas remettre à plus tard la valorisation des titres. Il faut avoir prévu une méthode financière, comptable, de valorisation des titres dès le début. Alors, c'est assez fréquemment soit une seule méthode, soit plusieurs, basées à minimum sur l'actif net de l'entreprise, ou plutôt des multiples
d'indicateurs financiers, multiples d'EBITDA, etc. Je ne suis pas une professionnelle de la valorisation d'entreprise, mais en revanche, il sera important de s'appuyer sur un comptable, sur des financiers pour définir cette valeur qui jouera ultérieurement sur la base d'éléments objectifs, à savoir les comptes de la société. Voilà ce qu'il en est pour éviter que le conflit ne s'envenime lorsqu'il y a un désaccord sur justement les pouvoirs dans la société et pour pouvoir, identifier les limites de pouvoir, de sortir si vraiment on n'est plus d'accord. Ces points du pacte d'associés, je vous le rappelle, peuvent être évoqués, même si ce n'est pas l'objet, lors de l'Assemblée générale. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il me semble qu'il est sous-estimé aujourd'hui dans l'économie française. La réunion des associés peut être l'occasion de discuter du pacte une fois par an, là encore en disant nous en avons convenu, mais finalement il y a peut-être des choses qui conviennent pas, ou alors j'aimerais vendre dans l'année et je vous en informe avant de vous envoyer un courrier recommandé. Nous passons maintenant au troisième cas de conflit d'intérêts possible. On n'évoque que des risques, bien sûr, on ne les souhaite pas, mais on sait que ça peut arriver, qui est celui d'un conflit d'intérêts entre un membre du conseil d'administration et tous les associés. Alors, il faut d'abord se rappeler ce qu'est un conseil d'administration. Alors, on n'en trouve pas dans toutes les entreprises, on en trouve dans les sociétés anonymes et parfois dans les SAS. Alors, dans les sociétés anonymes, l'organisation du conseil d'administration est réglée par le code de commerce. Dans les SAS, elle sera réglée par les statuts. Le conseil d'administration, il a pour rôle de définir la stratégie de l'entreprise, de définir son organisation, de contrôler l'action du directeur général et enfin d'informer les actionnaires, puisque c'est le conseil d'administration qui, une fois par an, rend un rapport sur l'activité de la société, le rend lors de l'Assemblée générale et informe ainsi tous les actionnaires de ce qui s'est passé pendant l'année. Donc ce rôle est primordial du conseil d'administration et les administrateurs, les membres du conseil d'administration, sont nommés à période régulière par l'Assemblée générale, donc à savoir par tous les associés, à la majorité bien entendu. Donc il peut arriver qu'un administrateur élu lors de l'Assemblée générale oublie qu'il a été nommé pour représenter tous les associés et donc fasse prévaloir son intérêt plutôt que celui de tous. C'est là qu'arrive le conflit. Nathalie, je te laisse nous donner un exemple. Alors, nous avons accompagné un groupe familial dans le secteur agroalimentaire, troisième génération, et Wix accompagne la transmission. Au moment d'un conseil d'administration, il faut réenvisager les nouvelles phases de croissance pour l'entreprise et deux décisions d'investissement sont à discussion. La première hypothèse, c'est l'achat d'un nouvel ERP pour la société. Et la deuxième hypothèse, c'est de racheter des machines dans certaines usines. Et puis à ce moment-là, un des administrateurs parle bien, a une bonne aisance de parole, va influencer la décision en poussant la solution ERP avec force conviction. Alors, on apprendra un petit peu plus tard que ce président de la société prestataire est de ses amis. Alors, évidemment, il a le droit, hein, ça n'est pas mauvais pour la personne morale, il n'y a pas d'inquiétude à prendre cette décision-là, puisque c'était une solution stratégique pour améliorer la création de valeur. Donc, de fait, il n'y a pas de souci pour la personne morale. Par contre, on va se priver d'étudier de façon approfondie l'autre hypothèse. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est probablement une décision partiale et qui manque un petit peu de finesse. Et voilà, cognitivement parlant, pour moi, cette personne, elle a oublié son rôle de représentation. Elle est garante de la personne morale, mais là, elle parle avec son jeu et il a beau être très généreux, ce jeu, c'est peut-être pas tout à fait la bonne posture. Et ça peut jouer des problèmes d'efficience dans la décision pour l'entreprise.
Donc, chez Wix, on va continuer de les accompagner et travailler cette efficience pardon, de la décision en travaillant l'acquisition de méthodologie et puis de s'éviter quelques biais de cadrage de pensée. Mais on peut encore utiliser des outils juridiques pour les soutenir plus loin. Bien sûr. Alors moi, ce que je conseille, en fait, c'est lors de la nomination d'un administrateur, donc lors de l'Assemblée générale qui nomme un ou des administrateurs pour une durée déterminée, la durée de leur mandat. Donc lors de cette Assemblée générale, commencez par expliciter ce qui est attendu d'un administrateur et du conseil d'administration. Ça va permettre à celui qui est nommé d'avoir conscience du rôle qui est attendu de lui à ce moment-là. Alors, lors de l'Assemblée générale, mais je le conseille également, il ne faut pas hésiter à répéter les choses. Ça va permettre à l'esprit, au cerveau, Nathalie, j'utilise le mauvais mot, au cerveau de la personne concernée de bien avoir conscience. Donc, lors de l'Assemblée générale au moment où elle est nommée, lors du premier conseil d'administration qui se réunit avec des nouveaux administrateurs ou avec des administrateurs élus, de se rappeler pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend du conseil d'administration, donc de nous, mais de chacun d'entre nous. Et puis enfin, moi, je suis peut-être insistante, mais je propose de le faire une fois par an pour se souvenir, parce que il y a des choses très importantes qui se décident en conseil d'administration, parce que chacun est concentré sur le sujet qu'il peut être amené à présenter, sur ce qui est présenté par les autres. Et donc, de se remettre en mémoire que la posture qu'on attend au moment où on est en conseil d'administration, c'est d'être impartial. Nathalie a utilisé le mot de partial, impartial. Effectivement, se rappeler que si on a été nommé, c'est pour représenter tous les associés, donc dans un ensemble. Et c'est peut-être alors de prendre conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, influencés par nos amitiés, nos passions, Nos motivations. nos motivations, et que ces différents intérêts peuvent influencer notre prise de parole et notre décision. Alors, je n'évoque pas ici tout à fait les conventions réglementées, parce qu'il existe aussi un régime prévu par le Code de commerce et la loi française qui oblige un administrateur, lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, à une convention signée entre la société et une autre société, lorsqu'il y a intérêt, à le signaler, et dans ce cas-là, à s'abstenir de voter. Mais là, on est dans un cas très particulier où il y a un intérêt réel, direct ou indirect. Dans l'exemple que tu donnais, c'est plutôt une amitié, une confiance dans quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit déclarer. Il y a pas lieu. Mais il n'empêche que, et c'est là où vraiment se mêlent le droit et le cognitif, il y a vraiment un intérêt à prendre conscience qu'on est influencé par notre propre vie et qu'on peut et qu'on a à ce moment-là à sortir d'elle pour reprendre un rôle de représentation de tous. Il y a un outil juridique qui peut être utilisé à ce moment-là, c'est le règlement intérieur du conseil d'administration ou la charte d'administrateur. C'est un écrit qui permettra de figer en fait ce qu'on vient d'expliquer, à savoir ce qu'on attend d'un administrateur, peut-être la charte, en fait, c'est ce qui permet de dire vous devrez dépasser votre propre personnalité pour prendre en compte l'intérêt de tous. Et donc, vous devrez vous positionner avec un nous plutôt qu'avec un je, pour reprendre la terminologie de Wix. Nous passons maintenant au dernier cas de conflit d'intérêts que nous avons répertorié. Celui-ci se situe à un autre niveau de la gouvernance, mais il me semble que c'est un niveau à ne pas négliger avant d'arriver dans le management. C'est celui du comité de direction. Il peut arriver, un peu comme comme on vient de l'évoquer, qu'un directeur ait un conflit d'intérêts, pardon, avec l'intérêt social de l'entreprise. Nathalie, je te passe tout de suite la parole pour un exemple. Oui, là encore un groupe familial dans le secteur de négoce, 25 millions de chiffre d'affaires. Wix accompagne le comité de direction cette fois. Dans ce comité de direction du groupe siège chaque directeur de filiale.
Lors d'une notification du conseil d'administration qui demande l'application d'une stratégie, vient la question harmonisation des ERP dans les filiales. Un des directeurs de filiale s'oppose à ce moment-là à l'application de cette stratégie. Il tente de convaincre le comité de direction que son ERP est plus efficace que celui qu'on souhaiterait voir s'étendre. Il a même demandé un audit de sa solution qui lui a été accordé, donc le temps de l'audit, et l'audit a prouvé qu'effectivement son ERP était permettait une communication et une productivité plus efficace. Mais la décision a été maintenue et ça coûtait sans doute plus cher de faire dans l'autre sens. Donc c'est l'ERP qui allait dégrader sa propre rentabilité qui a été choisi. Alors, il en a démissionné de son poste. Et Wix a trouvé ça dommage. Donc, je pense qu'il y avait probablement dans la tête de cette personne la domination de sa filiale. C'était sa mission, c'était la filiale et qu'il en avait perdu un petit peu de prise de hauteur et de considérer le groupe. Donc, ça a amené des problèmes de cohésion euh, au sein du comité de direction. Ça a influencé en dessous les collaborateurs qui ont aussi en ruissellement identifié les conflits. Et ça a provoqué de l'incohérence dans les décisions qui ont suivi parce que le départ du directeur plus le changement de RP, ça a été très difficile à vivre pour les équipes. Donc, on a accompagné ce qu'on a pu, hein, nous, et on l'a bien fait pour essayer de les soutenir dans cette transformation. Et on a aussi travaillé à renforcer l'alignement au conseil d'administration pour qu'ils puissent parler d'une seule voix, peut-être plus claire, plus précise, et afin de permettre à chacun des directeurs de filiales de se sentir investi dans le projet du groupe. Voilà. Mais je pense que tu auras d'autres choses à nous proposer. Oui, alors pour moi, on revient quand même sur les propositions qui ont été faites au niveau du conseil d'administration, c'est-à-dire au niveau du comité de direction, de bien expliquer à un nouveau directeur, ou au moins une fois par an, je reviens toujours sur la même idée, en comité de direction, de la posture qu'on attend d'un directeur à cet endroit-là. C'est-à-dire d'oublier un peu, alors c'est pas oublier qui représente un département, une business unit, une filiale, etc. Mais effectivement, c'est d'avoir conscience qu'à cet endroit-là, il doit penser à l'intérêt de l'entreprise. S'il est nommé au comité de direction aux côtés du directeur général, c'est qu'on attend de lui de la hauteur et que malheureusement, parce que humainement, on comprend très bien qu'un directeur de filiale, il a à cœur sa filiale, mais qu'à ce moment-là, il devra faire prévaloir l'intérêt, en l'occurrence du groupe, mais ça peut être l'intérêt de l'entreprise de façon générale quand on n'est pas dans une situation filiale groupe. Il aura à faire prévaloir l'intérêt de l'ensemble, puisque là, dans le cas qu'on citait, il allait y avoir une économie en termes de consolidation pour l'ensemble du groupe, l'ensemble de l'entreprise, même si lui, à son niveau, allait avoir une perte. Et donc, ça, c'est de rappeler au moment de l'entrée en fonction et régulièrement qu'on attend à ce moment-là un pas de côté, une autre casquette peut-être, hein, ça c'est mon rêve d'illustrer ces différents rôles par une casquette, en fait, en disant à ce moment-là, je change ma casquette et je me positionne comme membre du comité de direction, à savoir l'intérêt social. Voilà pour ce serait l'idéal, hein, que ça me fait penser, quand on était enfant, on avait des poupées, on leur tournait le bras et ils changeaient de visage. Voilà, c'est comment on changerait de cerveau chaque fois qu'on prendrait le bon cerveau quand on changerait de casquette. Hein. Voilà, et ça, je pense que c'est un des éléments que nous avons évoqués lors des 2 derniers cas. Changer de cerveau, en tout cas ne pas oublier qu'on attend une autre posture selon les lieux pour éviter les conflits d'intérêts. Nous arrivons à la fin de cette présentation et je vous propose de passer aux questions si vous en avez